Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau tuto, on attaque la phase de tir. Donc la phase de tir est divisée en 4 étapes. Première étape, début de la phase de tir. Deuxième étape, on choisit une unité avec laquelle on veut effectuer des attaques de tir, puis on tire. Étape 3, on répète l'étape 2 avec une autre unité qui n'a pas encore tiré lors de cette phase. Et enfin, quand toutes les unités que vous souhaitez faire tirer et pouvant le faire l'ont fait, la phase de tir prend fin. Alors, petit préambule, donc pour tirer avec une unité, certaines unités sont dotées d'armes de tir ou des règles de figurines leur permettant d'effectuer des attaques de tir. Appliquez les règles suivantes pour tirer avec une unité. Donc pour choisir une unité de tir, chaque unité pouvant effectuer une arme de tir peut tirer une seule fois par phase de tir en suivant les conditions et restrictions suivantes. Les unités en fuite, ébranlées, qui sont engagées au combat ou qui l'étaient précédemment au cours du même tour de joueur, ou qui ont fait une marche forcée ou une reformation lors de la phase de mouvement du même tour de joueur ne peuvent pas effectuer de tir. Donc les unités en fuite, ça se comprend. Elles fuient donc si elles sont équipées d'arcs, d'armes de jet, d'arbalètes, de pistolets, d'arquebuses. Donc elles sont trop occupées à fuir, donc elles ne peuvent pas tirer. Les unités ébranlées, donc si elles ont paniqué pour les armes de type artillerie, type canon, catapulte, canon orgue, baliste. Voilà, donc si elles sont ébranlées, elles ne sont pas forcément en fuite, mais elles sont cachées sous leur machine et donc ne peuvent pas tirer. Ébranlées aussi, donc c'est si on a raté une charge, elles étaient trop occupées à vouloir en découdre au corps à corps, donc elles ne peuvent pas utiliser leurs armes de tir. Si elles sont engagées au combat, on ne peut pas tirer dans un corps à corps, hormis certaines règles, mais qui sont spécifiques à certains livres d'armée. Mais en règle générale, on ne peut pas tirer dans un corps à corps. Ou voilà, celles qui ont fait une marche forcée ou une reformation, donc voilà, elles étaient trop occupées à courir, donc elles ne peuvent pas effectuer de tir, hormis règles spécifiques, mais ça on le verra lors des règles spécifiques. Et enfin, celles qui ont fait une reformation, voilà, elles étaient trop occupées à changer d'orientation ou à se reformer, donc elles ne peuvent pas tirer. Deuxième point, toutes les figurines d'une même unité doivent tirer sur la même cible. Seules les figurines du premier et second rang peuvent tirer. Donc on n'est pas à 40K, donc Warhammer 40 000. On ne peut pas dire que 3 figurines sur 5 tirent sur une unité, 2 figurines vont tirer sur une autre, etc. C'est tout le monde qui tire sur la même cible. Ensuite, si certaines figurines de l'unité possédant plusieurs armes ou armes de tir différentes, annoncez laquelle est utilisée. Les figurines ordinaires doivent toutes utiliser le même type d'arme ou d'attaque de tir, tandis que les champions et personnages peuvent choisir un autre type d'arme ou attaque de tir. Toujours un type d'attaque maximum par figurine et dirigé sur la même cible que l'unité. Concrètement, si j'ai mon pack de lanciers que vous voyez qui sont équipés d'arcs ou d'armes de jet, je dois dire quel type d'arme je vais utiliser et toutes les figurines, donc premier et second rang, en temps normal, doivent utiliser la même arme. Il n'y a que le champion et les personnages d'unité qui peuvent utiliser une autre arme, par contre elles doivent diriger sur la même cible. Et dans le cas d'une figurine multi-éléments, chaque élément peut effectuer une attaque de tir au cours d'une même phase et n'est pas limité à l'utilisation du même type d'attaque de tir des autres éléments de figurine. Concrètement, si j'ai un personnage avec un arc et qui est monté sur un dragon, je peux tirer avec mon arc avec le personnage qui est monté dessus et mon dragon peut souffler s'il a un souffle. Voilà, si c'est un personnage sur char et qui avait un équipage équipé d'un arc et que lui il a on va dire une arquebuse, je prends des éléments totalement aléatoires, le personnage peut utiliser son arquebuse et l'autre figurine qui est montée sur le char peut utiliser son arc.
Donc maintenant qu'on a choisi une unité de tir, il faut choisir forcément une cible. Donc pour choisir une cible, désigner pour cible une unité ennemie dans la ligne de vue de l'unité qui tire. Il est interdit de tirer sur une unité engagée au combat. Donc ça, je l'ai dit précédemment. Et évidemment qu'il faut une ligne de vue, on n'est pas à 40K avec des socles ronds, donc on ne peut pas tirer à 360 degrés. C'est ce qui fait un peu la beauté de ce jeu, c'est que la phase de mouvement est très importante suivant les actions que l'on veut faire, donc pour les sorts, pour les tirs, pour engager au combat. On est obligé de se trouver dans l'arc frontal. Donc vous voyez à côté de mon tigre, j'ai 5 figurines qui sont légèrement espacées, donc dites tirailleurs. Donc l'arc frontal se fera ici pour la première, là pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc la cinquième, quatrième, troisième, seconde et première. Donc il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une figurine voit l'unité ennemie. Donc on va prendre ici ce cas-là. Hop, si j'ai mon tigre. Donc dans ma ligne de vue, j'ai cette figurine, et à partir de celle-là, elle ne le voit pas. Donc je vais avoir que ces deux figurines qui pourront tirer sur le tigre. Ces trois-là ne le voient pas puisqu'elles ne sont pas dans l'arc frontal, donc je ne pourrai pas tirer dessus. Il faut bien distinguer toutes les figurines qui ont une ligne de vue sur l'unité ennemie. Ensuite, second point, donc choisir les figurines qui peuvent tirer. Comme je viens de le dire, il faut que toutes les figurines aient une ligne de vue si elles veulent tirer dessus. Donc concrètement, c'est ce que je vous ai expliqué ici. J'ai que ces deux figurines qui ont une ligne de vue sur le tigre. Ces trois-là ne pourront pas tirer. Ensuite, il faut mesurer la portée pour chaque figurine qui tire jusqu'à l'unité ciblée. La portée est mesurée depuis la position réelle de chaque figurine jusqu'au point le plus proche du rectangle limite de l'unité ciblée. Même si ce point n'est pas en ligne de vue, les figurines hors de portée ne peuvent pas tirer, sauf dans le cas d'une réaction à une charge type tenir sa position et tirer. Donc ça, c'est quand on l'a vu quand on venait charger. Admettons que j'avais une portée de 8 pouces ici, si j'étais à 10 avec mon tigre, hop, on ne le voit pas hors de caméra, donc si j'avais une portée de 8 pouces et que lui était à 10 pouces, je peux quand même maintenir ma position et tirer. Par contre, pour le tir, si j'ai, admettons, ici, j'ai une ligne de vue avec tout le monde sur mon tigre, et que j'ai une portée, on va dire, de 6 pouces. Alors ici, j'ai bien une ligne de vue et je suis à 5 pouces et demi, donc il peut tirer. Ici, je suis à 6 pouces. Par contre ici, je dépasse les 6 pouces. Donc bien que j'ai une ligne de vue sur mon unité, je ne suis pas à portée, je ne pourrai pas tirer également avec les figurines qui sont hors de portée. Il y a également le fait d'avoir une portée minimale, donc la figurine ne peut tirer que si la cible est au moins partiellement en dehors de la portée minimale. Concrètement, c'est le style des catapultes. Vu que c'est un tir en cloche, je ne peux pas tirer à une figurine sur une unité qui est à 1 pouce de moi. Il me semble que la portée minimale des types catapultes, ça doit être 12 pas. Donc là, vous voyez, ici, je suis au plus loin à 8 pas. Donc il fallait que j'ai une unité à partiellement au moins un point de l'unité qui soit à 12 pas de ma figurine. Donc ici, vous voyez, je suis toujours à... Non, ça passe. Ici, voilà, je suis à 12, donc j'ai une portée minimale de 12 pas. Donc là, je peux tirer, mais si elle était par ici, je n'ai pas les 12 pas, je ne peux pas tirer dessus. Pourtant, elle est bien en ligne de vue. Et enfin, toute figurine de l'unité est libre de décider de ne pas tirer. Ce n'est pas parce que j'ai un pavé de... On va reprendre les petits lanciers, disons qu'ils sont équipés d'arcs, donc des gardes-mères. J'ai les 2 rangs qui peuvent tirer, je suis en rang de 5.
J'ai potentiellement dans mon arc frontal le lance-ferraille, j'ai tout le monde qui est en vue. Je peux décider de ne délivrer qu'un seul tir. Par contre, tous les autres tirs sont sacrifiés puisque je ne peux cibler qu'une seule unité ennemie. Je peux en prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin voilà. Et je suis pas obligé de tirer avec l'unité. Hein. C'est pas parce qu'on a une unité qui a des armes de tir qu'on est obligé de tirer. On est libre de ne pas le faire. Donc, une fois qu'on a regardé ces restrictions, donc une fois qu'on a déterminé quelles figurines vont tirer, celles-ci tirent autant de fois qu'indiqué dans leur profil de leurs armes. Pour chaque tir, effectuez un jet pour toucher avec chaque figurine, comme décrit ci-dessous, donc on va le voir. Puis, une fois déterminé le nombre de touches, suivez la règle de séquence d'attaque. Donc ça, on va le voir. Alors, concrètement, si j'ai des arcs et qui délivrent qu'un tir, j'ai un tir par figurine, je tire sur 2 rangs, je suis en front de 5, je vais délivrer 10 tirs. Pour le cas de ce canonnier ogre, on dit qu'il délivre un des 6 tirs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un dé, poum, cette figurine ne va délivrer qu'un seul tir. Et nous avons certaines figurines qui délivrent 2 tirs, d'autres 3 tirs, 4 tirs, 5 tirs, enfin voilà. Généralement, c'est décrit dans leur profil des armes. Nous avons aussi la précision des armes. Forcément, il y a des figurines qui sont plus ou moins bigleuses et qui tirent plus ou moins bien. Donc, la précision d'une arme de tir vous indique le score que la figurine doit obtenir avec un des 6 pour atteindre sa cible. Ce jet s'appelle un jet pour toucher. Toutes les armes de tir ont une précision écrite entre parenthèses, donc admettons que ça soit mon canonnier qui tire, j'ai un canon en bandoulière entre parenthèses 4+, ce qui veut dire que mon jet pour toucher normal, il va falloir que donc, je délivre le nombre de tirs, donc là 2 tirs, et étant donné que j'ai canon en bandoulière 4+, donc j'ai délivré 2 tirs, je dois obtenir un, voilà, 4, 5 ou 6 pour toucher la cible. Donc là, il a touché, ces 2 tirs ont touché et ont atteint la cible. Sur les arcs elfiques, c'est un arc 3+. Donc je dois prendre le nombre de dés indiqué sur mes figurines qui tirent. Donc j'avais 10 figurines, 2, 4, 6, 8, 10. C'est de l'arc 3+, donc si je n'ai pas de malus ou de bonus pour toucher, ils vont toucher à 3+. Donc je vais jeter mes 10 dés et je vais retirer les 1 et les 2 et je vais garder les 3, 4, 5, 6. Donc voilà, j'ai fait 7 touches sur 10. Il faut également savoir que la précision des armes n'est pas donnée par l'arme elle-même. Elle est donnée pour chaque profil. Ce n'est pas parce que j'ai un arc long à 3+ sur un archer elfe que la même précision se fera pour un paysan. Donc elle est toujours notée entre parenthèses sur le profil de l'unité. Voilà, donc un arc long 3+ pour un elfe, alors qu'un paysan humain n'a qu'un arc long 4+. Ça veut dire que l'elfe atteindra sa cible s'il obtient 3 ou plus sur un des 6, alors que l'humain devra obtenir un 4 ou plus. Donc voilà. Et c'était le même cas, du coup j'avais un arc long ici, enfin un arc ou un arc long 3+, alors qu'ici j'avais mon canon en bandoulière 4+. C'est juste que l'elfe est plus précis que l'ogre. Alors maintenant, on va voir les modificateurs de jet pour toucher. Donc les attaques de tir peuvent subir un ou plusieurs modificateurs à leur jet pour toucher. Lorsque c'est le cas, il suffit de modifier le jet de dés avec les modificateurs donnés. Donc c'est-à-dire que si j'ai mon arc long 3+, si j'ai des bonus, il touchera mieux, donc 2+, 1+, sachant que le 1 est toujours un échec et le 6 est toujours une réussite. Mais on va voir qu'en fait, avec les bonus et malus, je peux avoir un perso elfe à 1+, mais si je fais un 1, je le rate. Donc vous allez vous dire que ça ne sert strictement à rien. C'est juste que si on a des malus, par exemple, parce qu'il y a un couvert, on va voir les malus tout de suite, j'ai un couvert de -1. Du coup,
De 1, je passe à 2. Donc sur un 2+, je vais toucher. S'il avait un arc à 2+, si j'avais le même modificateur, je passe à 3+. Donc avoir une capacité de tir à 0+ ou 1+ implique que si j'ai des malus, je vais toucher quand même plus facilement. Ce n'est pas une valeur qui est bidonnée, c'est juste que sa précision est améliorée. Donc les modificateurs de jet pour toucher les plus fréquents sont présentés dans ce que je vais vous dire juste après. Si un ou plusieurs tirs ont touché, suivez la procédure décrite dans la partie attaque. Un résultat naturel de 1 est toujours un échec. Donc on va prendre ici mon elfe, donc qui a une précision de 1+, puisque c'est un personnage elfe. Donc si sa cible est à longue portée, donc la longue portée c'est si la distance entre ma figurine et ma cible est à plus de la moitié de la portée de l'arme. Donc si j'ai un arc long à 30 pouces, la longue portée se fera après 15 pouces. Donc si elle est à longue portée, j'ai un modificateur de -1. Donc si j'ai mon elfe, mon perso elfe qui a une capacité de tir de 2+, elle va passer à 3+. Si j'ai la règle tir précis, la règle s'annule. On va dire que la longue portée sera annulée par le tir précis. Si je bouge lors de ma phase de mouvement et que je tire, j'ai un malus de -1. Donc également, si j'avais une CT à 2+, elle va passer à 3+. Par contre, si j'ai tir rapide, j'ai pas -1, j'ai 0. Ça veut dire qu'il est suffisamment agile pour pouvoir bouger et tirer sans perdre de précision. Par contre, si je tire et que j'ai bougé et que j'ai la règle encombrant, par exemple avec une arbalète ou une arquebuse, enfin voilà, une grosse arme de tir, au lieu d'avoir -1, j'ai -2. Par contre, si j'ai la règle encombrant, donc qui me donne -2, mais que j'ai tir rapide, donc qui m'annulait mon tir en mouvement, au lieu d'avoir -2, j'ai juste -1. Donc, on récapitule. Si je suis à longue portée, j'ai -1 hormis si j'ai le tir précis. J'ai -1 également si je tire et que j'ai bougé précédemment, hormis si j'ai tir rapide. Dans ce cas, ça s'annule. Par contre, si je tire et que j'ai bougé avec une arme encombrante, au lieu d'avoir -1, j'ai -2. Par contre, si je bouge et que je tire et que j'ai tir rapide et encombrant, au lieu j'aurai que -1. Alors, il faut savoir que tous ces malus ou ces bonus se cumulent. Par exemple, si je tire et que j'ai bougé et que je suis à longue portée, donc la longue portée me donne -1, le tir en mouvement me donne -1 si je n'ai pas de règle qui contrebalance ça, donc -1 plus -1, ça me fait -2. Donc si j'avais une CT à 2+, j'ai -2, il touchera plus que sur du 4+. Ensuite, la règle tenir la position et tirer. Donc si je me fais charger que j'ai une arme de tir, j'aurai -1 supplémentaire. Donc si j'ai, admettons, mon ogre qui décide de charger l'unité, à condition qu'il y ait une portée minimale du mouvement de l'ogre, donc pour maintenir sa position étirée, on rappelle que dans la vidéo précédente, il faut que j'ai une distance d'au moins le mouvement de l'unité qui charge. Donc là, mon ogre est à 6 pouces de mouvement, donc il faut que la distance soit au moins à 6 pouces de l'unité pour maintenir étiré. Donc s'il décide de charger et que la portée est suffisante, j'ai un arc à 3+, étant donné qu'il charge, j'ai -1 sur ma précision, donc elle passera à 4+. Il y a également le fait d'avoir un couvert léger. Donc, si j'ai une barricade ou autre chose, ça peut être une forêt, un champ, une ruine, j'ai un couvert. Donc si c'est un couvert léger, donc là c'est la vidéo que j'ai fait sur les décors,
Si je veux tirer dessus, pour un couvert léger, j'ai -1. Si c'est un couvert lourd, j'ai -2. Donc pareil, toutes ces règles se cumulent. On peut avoir la longue portée, tir en mouvement, couvert lourd pour un résultat de -4. Donc là, ça commence à devenir extrêmement dur de toucher. Même pour un elfe qui a un arc à 0+, du coup avoir -4, il ne touchera pas sur un 1+, il touchera sur du 4+. Et enfin, cible difficile X, donc ça c'est suivant les unités, ça sera marqué dans leur profil. Concrètement, je crois que nous avons ces veilleurs gris qui ont cible difficile 1, donc elle mettra un malus de -1. Si on a, comme les démons, une unité qui a -1 de base, on peut leur payer une amélioration pour avoir encore cible difficile 1. Donc elle passe de cible difficile 1 à plus cible difficile 1, elle passe de cible difficile 2, donc vous aurez un malus de -2 pour les toucher. Donc on va revenir sur les couverts. Donc le couvert est déterminé individuellement pour chaque tireur. C'est-à-dire que même si vous voyez mon pavé de 30 figurines, sachant qu'il n'y a que les 2 premiers rangs qui tirent, on va déterminer le couvert pour chacune des 10 figurines qui tirent. Donc ça peut paraître lent comme séquence, mais finalement avec un pointeur laser, donc c'est pour ça qu'il est important de s'équiper d'un pointeur laser en ligne droite, ça se fait assez rapidement. Donc cela signifie que la cible, donc il existe 2 types de couverts, pardon, le léger et le lourd. Donc voir la référence sur la vidéo que j'ai fait des décors. Dans la majorité des cas, cela signifie que la cible est entièrement dans un décor ou bien qu'elle est en partie cachée par un décor ou par d'autres figurines pouvant jouer un rôle d'obstruction. Donc là, on le verra juste après, mais en fait, si vous avez des figurines de taille standard, grande ou gigantesque, qui se trouvent entre l'unité qui tire et l'unité ciblée, vous pouvez la voir ou pas, ou elle peut bénéficier d'un couvert ou pas. Donc ça, on va le voir juste après. Donc pour déterminer si une cible bénéficie d'un couvert, déterminez dans quel arc la cible est localisée, la figurine qui tire. Le côté correspondant s'appelle le côté cible. On va voir un exemple, on va virer le décor, on va virer cette unité et on va mettre l'ogre ici. On va dézoomer, hop là, voilà. Donc là c'est plutôt simple, on a toutes les figurines qui sont dans l'arc frontal. On prend l'arc de l'unité ciblée, on voit bien qu'on est ici, qu'on est à l'intérieur de l'unité dans l'arc frontal. Donc elle se trouvera dans l'arc frontal. Si j'ai mon elfe ici, l'elfe, s'il veut tirer sur l'ogre, il se trouve dans l'arc latéral. Cas un peu plus saugrenu. Ici, les elfes veulent tirer sur le canonnier. Nous en avons 2 qui se trouvent dans l'arc latéral, donc les 2 ici, et les 8 autres se trouvent dans l'arc frontal. Donc, on verra ça pour savoir s'il y a un couvert ou pas, mais il faudra différencier en fait toutes les figurines. S'il y a, admettons, un couvert ici, donc on verra si l'unité bénéficie du couvert ou pas. Ici, nous voyons que elle est partiellement cachée. Donc les 2 là qui étaient dans l'arc latéral ici voient la cible sans être à couvert. Par contre, ces 2 là, elles se trouvent dans l'arc frontal, mais le point cible ne bénéficie pas du couvert, puisqu'elles peuvent tirer une ligne droite, même en étant en face dans l'arc frontal de la figurine. Par contre, les 6 autres bénéficient du couvert, puisqu'elles se trouvent dans l'arc frontal de la figurine, ici, et en plus les points cibles
traverse le décor qui donne un couvert. Dernier cas, c'est sur les figurines à socle rond. Donc pour le socle rond, nous n'avons pas forcément d'arc frontal. Par contre, elles ont l'avantage qu'on désigne un point de l'unité, qui sera le point cible, sur l'unité ciblée. Je peux très bien, pour éviter de bénéficier du couvert, là vous voyez, si je prends ce côté-là, ou ne serait-ce que le centre de la cible, je vais avoir la barricade qui va me donner un couvert. Par contre, je peux très bien désigner ce point cible, ici, sur le côté, pour ne pas bénéficier du couvert. Donc, pour récapituler, on détermine dans quel arc la cible est localisée la figurine qui tire. Ce côté correspondant s'appelle le côté cible. Donc c'est s'il se trouve dans l'arc frontal ou dans l'arc latéral. Ensuite, on choisit un point du front de la figurine qui tire. Donc je peux désigner un côté ou un autre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avantage pour ceux qui ont des socles ronds. Donc pour les cibles sur socle rectangulaire ou carré, à partir de ce point cible, déterminer dans quelle proportion le côté cible est caché par un obstacle. Donc ça, je vais mettre en scène la situation. Si plus de la moitié du côté cible est caché, alors la cible bénéficie d'un couvert. Pour les cibles sur socle rond, à partir de ce point, déterminer si le point le plus proche du côté cible, qu'on appelle point cible, est caché ou non par un obstacle. Si ce point est caché, alors la cible bénéficie d'un couvert. Petite remarque, on ne parle pas ici de ligne de vue. Vérifiez aussi quelle est la proportion du côté cible qui est caché, y compris en dehors de l'arc avant de la cible qui tire. Les figurines sur socle rond peuvent utiliser n'importe quel point de leur socle à cette fin à la place de leur front. Pour déterminer le couvert, un tireur ignore toujours les figurines de sa propre unité de l'unité ciblée, ainsi que le décor dans lequel il se trouve. Par exemple, une unité située dans une forêt et qui tire depuis cette forêt sur une unité en dehors ou à l'intérieur de cette même forêt ne subit pas de malus de couvert léger pour tirer à travers ou dans cette forêt. Donc vous ignorez les couverts si vous êtes dans le même décor. Donc là, on va prendre un champ. Hop là. Donc si j'ai mon unité qui est dedans, j'ai la figurine ennemie qui est dedans. Le champ, normalement quand on est dedans, nous donne un couvert léger pour les figurines taille standard ou grande, pas les gigantesques. Je me trouve dans le même décor que l'unité sur laquelle je vais tirer, donc elle ne bénéficiera pas d'un couvert. Autre point important aussi, quand on verra les couverts par rapport aux tailles de figurines, c'est que les figurines qui sont au second rang n'auront pas un couvert parce que nous avons les figurines du premier rang qui les cachent. On verra bien qu'en réel, les figurines du premier rang vont se mettre à genoux ou quelque chose dans le genre, elles vont s'écarter pour se laisser le second rang tirer. Donc nous allons mettre en situation ce cas-là, qui est un cas que moi-même en fait durant toutes ces années je me trompais, je n'appliquais pas ça. Donc les cibles bénéficiant d'un couvert léger, donc -1, donc une figurine tirant sur une cible bénéficiant d'un couvert léger subit un malus de -1 pour toucher, c'est ce qu'on a vu précédemment. Le couvert léger s'applique si une figurine bénéficie d'un couvert provenant de au moins un décor contribuant à un couvert léger, donc là j'ai pris un champ, mes figurines ne sont pas de taille gigantesque pour celles qui sont dans le champ, donc ça s'applique. Les figurines qui ne bloquent pas les lignes de vue, sauf si la cible ou le tireur est de taille gigantesque. Donc ça, on verra pour la classification des figurines. Et si la figurine provoquant l'obstruction est de taille standard, auquel aucun couvert n'est appliqué. Notez aussi que les règles tirailleur et une tête au-dessus affectent les lignes de vue. Donc ça, on le verra pareil sur les classifications des figurines.
Donc, on va voir pour ce cas-là un exemple. Donc, ici, j'ai l'unité d'elfe. Là, on va dire que ce sont mes ogres qui peuvent tirer. Donc, premier cas, donc, la figurine du côté gauche de l'unité A, donc l'unité d'ogre, ici, est localisée dans l'arc latéral de l'unité d'elfe. Donc, on regarde la ligne de vue de l'unité d'elfe qui est ici. Donc, on voit bien que mon trait passe sur le socle du champion, mais pas de l'étendard. Donc, lui sera dans l'arc frontal, la bannière sera dans l'arc latéral. Du coup, ce qui implique que mon point cible de ma figurine ici se trouve dans l'arc latéral. L'arc latéral, mon unité d'elfe est majoritairement dans le champ, sur le côté cible. Donc c'est là où je me trompais, c'est que si elle est à l'intérieur entièrement, il n'y a pas de souci, tout le monde bénéficie d'un couvert. Par contre, s'il y a au moins une figurine, enfin une proportion de figurines qui dépasse du décor, il faudra regarder le côté cible, chose que je ne regardais pas, où moi je me disais, elle est majoritairement dans le décor, du coup tout le monde a le couvert. En fait, ça ne marche pas comme ça. Donc ici, le point cible est majoritairement dans l'arc latéral, qui est lui-même majoritairement dans le champ. Du coup, ma bannière, quand elle va tirer, elle va avoir un malus de -1. Par contre, le champion se trouve majoritairement en front sur le côté cible, qui lui-même n'est pas majoritairement dans le champ. Et pour le coup, mon champion n'a pas de couvert, enfin les elfes ne bénéficient pas du couvert léger de la cible. Donc il faut faire très attention à ça. Et c'est là où, même cette règle, je ne la connaissais pas. Donc maintenant, on a vu pour le couvert léger. Maintenant, on va voir pour le couvert lourd. Donc c'est quasiment pareil. Donc une figurine tirant sur une cible bénéficiant d'un couvert lourd subit un malus de -2 pour toucher au lieu du -1 pour le couvert léger. Le couvert lourd s'applique si une cible bénéficie d'un couvert provenant d'un décor qui contribue au couvert lourd, donc type ruine, ou autre. Les figurines qui bloquent les lignes de vue, voilà, donc on va voir pareil sur la classification des figurines juste après. Donc il faut noter aussi que les règles tirailleurs et une tête au-dessus affectent les lignes de vue, donc pour avoir des couverts légers ou lourds. Alors du coup, petite mise en situation sur la ligne de vue et les potentiels couverts lourds ou légers. Donc ici, c'est mon unité d'ogre, donc ils sont 5, il n'y en a pas d'autres derrière, je les ai tous mis en cam, avec un décor, un franc, et l'unité elfique. Donc on va déterminer les lignes de vue, admettons qu'ils ont tous des tirs. Celle-là, vous voyez, c'est un décor occultant, je ne peux pas tracer de ligne de vue sur les elfes, puisque sa ligne de vue se détermine ici. Hop, elle passe ici. Là, elle va s'arrêter, puisque c'est un décor occultant. Donc la ligne de vue va s'arrêter et elle reprend ici, jusque là. Donc je n'ai pas pu tracer une ligne de vue sur mes elfes, celle-ci ne peut pas tirer. La seconde à côté, sa ligne de vue commence ici. On trace, on trace, on trace, on trace. Voilà, hop. Ici, ça s'arrête. Ça reprend ici. Vous voyez que je suis à la limite de voir l'unité elfique, sauf que ce n'est toujours pas le cas. Je reprends, et enfin, sa ligne de vue va de là jusqu'à là. Donc je ne peux pas voir les elfes. Cette figurine ne pourra pas tirer également. La troisième, on commence, hop, on détermine la ligne de vue, et là, boum, ça y est, j'arrive à la voir ici, voilà. Par contre, je vois moins de la moitié du côté cible, donc qui sont les 5 figurines devant, puisque je suis dans l'arc frontal dessus.
je la vois, donc elle est en majorité cachée, donc elle bénéficiera d'un couvert lourd. Donc celle-ci ne peut pas tirer, celle-là ne peut pas tirer, celle-là aura un malus de -2. Ensuite, celle-là, hop, donc on voit la ligne de vue, boum, voilà, ici, je vois, mais pareil, elle est majoritairement cachée, donc, tout comme celle-ci, elle aura un couvert lourd. Et enfin la dernière, on commence la ligne de vue, hop, ici, là, ça va jusque là, sauf que ici, j'arrive à voir plus de la moitié du front de l'unité, donc le côté cible, et donc cet ogre ne bénéficie pas, cette unité d'elfe ne bénéficie pas du couvert lourd de cette figurine. Donc elle pourra tirer à plein potentiel. Maintenant, un cas un peu plus ambigu, donc c'est les cibles bénéficiant à la fois d'un couvert léger et d'un couvert lourd. Donc ça peut arriver qu'elles soient partiellement cachées, la majorité cachée qui donnerait un couvert lourd, et en plus une figurine qui serait devant qui donnerait un couvert léger à la figurine. Donc si une cible bénéficie à la fois d'un couvert léger et d'un couvert lourd, on ne cumule pas les deux, on prend en compte que le couvert lourd. Si différentes parties du côté cible sont cachées en même temps par plusieurs obstacles, pouvant offrir un couvert léger ou un couvert lourd, mais pas assez pour obtenir l'un ou l'autre de ces couverts, n'appliquez que la pénalité de couvert léger, pour peu qu'au moins la moitié du côté cible soit cachée au total. Par exemple, si le côté cible est caché à 30% par un décor contribuant au couvert léger et à 30% par un décor contribuant au couvert lourd, appliquez la pénalité du couvert léger étant donné qu'au total, 60% du côté cible est caché. Donc, on va prendre en exemple cette situation où j'ai mon perso elfe, une unité elfique et des ogres avec un décor. Donc là, c'est pour l'exemple du couvert léger et couvert lourd. Dans cet exemple, moins de la moitié du côté visible est caché par des obstacles, offrant soit un couvert léger, soit un couvert lourd. Toutefois, la combinaison des deux en cache plus de la moitié. Donc la cible compte comme bénéficiant d'un couvert léger. Donc là, on prend le côté cible. Vous voyez que je vois partiellement l'unité. Je vois une figurine et demie à peu près, sauf qu'à la fois ici j'ai un couvert lourd et là j'ai un couvert léger. Sauf que ici je n'ai qu'une figurine et demie qui bénéficie du couvert lourd, donc ce n'est pas suffisant pour avoir plus de la moitié qui bénéficie du couvert lourd. Ici je n'ai que deux figurines et demie qui ont couvert léger. Donc c'est même pas 2,5, c'est un peu moins, donc je n'ai pas assez aussi pour bénéficier du couvert léger. Donc le cumul en fait des trois me donnera simplement un couvert léger. Je ne pourrai pas trancher entre le couvert lourd ou le couvert léger ou ne pas avoir de couvert. Donc ça fera un couvert léger au total. Maintenant, on va voir les tirs désespérés. Donc ça, c'est s'il y a énormément de malus sur les cibles. Donc par exemple, je me suis déplacé, j'ai encombrant, l'unité a couvert, enfin voilà. Le cumul peut faire en sorte qu'on dépasse le 6+ pour toucher, sachant que le 6 est toujours une réussite. On va voir qu'il y aura un terme un peu plus complexe. Donc, lorsque les modificateurs au jet pour toucher font en sorte que ce jet ne pourrait être réussi que sur un 7+, appliquez la procédure suivante. Donc, il faut savoir que quand on a un jet donc, qui va de 1 à 6, c'est normal. Si on a un modificateur qui nous amènerait un 7+ pour toucher, c'est encore faisable. Par contre, si on dépasse le 7+, ce n'est plus faisable et l'unité ne peut pas tirer. Donc, lancez les dés pour toucher. Les résultats de 6 sont considérés comme réussis. Donc, admettons que j'ai mon unité d'archer qui doit toucher sur un 7+, j'avais 10 tirs.
Hop, on va remettre le zoom en normal. On décale ici. Donc j'ai 10 tirs qui vont toucher sur du 7. Donc je fais un premier jet avec mes 10 dés. Je dois obtenir déjà des 6. Donc sur mes 10 tirs, j'ai sorti 2 6. Ensuite, je dois refaire un jet pour toucher. Hop. Et là, je devais obtenir un 4+, avant de faire mon jet pour blesser. Donc là, j'ai raté. Donc pour obtenir un jet à 7+, il faut d'abord faire un jet pour toucher de 6+, et après obtenir un autre jet pour toucher de 4+, avec ceux qui ont obtenu des 6. Maintenant, on va revenir sur la classification des figurines pour savoir si elles donnent un couvert léger ou couvert lourd, au cas où ce type de figurine serait entre la cible et l'unité qui tire. Donc, nous avons des tailles standard, grande et gigantesque. Alors, premier cas, c'est si la cible, qui est de type standard, sur une unité de type grande et qu'il y a une figurine de taille standard entre les deux. Donc ici, si je décide de tirer là, je vais avoir un couvert léger. Si j'ai une unité grande standard entre les deux et grande ici, j'ai éventuellement, j'ai même obligatoirement un -1 pour toucher puisqu'elle donnera un couvert léger. Ensuite, nous avons une taille standard, grande et gigantesque. Ici, c'est pareil, le gigantesque bénéficie d'un couvert léger par rapport à la figurine standard. Et ce, dans les deux cas. Les cas que je vous précise sont pour les cas. Si c'était la taille gigantesque qui tirait sur la taille standard qui avait une taille grande au milieu, la taille standard bénéficie de couvert léger. Ensuite, nous avons la taille grande sur la taille gigantesque. C'est pareil, celle-ci et celle-ci, si elles se tirent mutuellement dessus, elles bénéficient du couvert léger étant donné qu'il y a la figurine ici au milieu. Et nous avons le dernier cas, et comme un naze, je n'ai pas apporté la taille qu'il fallait. Donc une taille gigantesque avec une taille grande sur une taille gigantesque, c'est pareil, elles se donnent mutuellement le couvert léger étant donné qu'il y a la taille grande au milieu. Maintenant, on va voir celles qui n'ont pas de couvert. Donc c'est si une taille standard avec une taille standard au milieu et une taille gigantesque sur les cibles. Si celle-ci tire sur celle-là, il n'y a pas de couvert puisque la figurine est trop haute. Et inversement, celle-ci, si elle tire sur celle-là, il n'y a pas de couvert si c'est une taille standard. Ensuite, nous avons ce cas-là. Si une taille grande avec une taille standard au milieu et une taille gigantesque sur la cible, ou si c'est l'unité qui tire, il n'y a pas de couvert. Et enfin, dernier cas, c'est si deux tailles gigantesques avec une taille standard entre les deux, il n'y a pas de couvert. Donc voilà pour la phase de tir. Donc on récapitule. Début de la phase de tir, je désigne une unité qui peut tirer, donc il y a une arme de tir. Il faut qu'elle désigne sa cible, il faut qu'elle ait une ligne de vue, donc elle se trouve dans l'arc frontal. Il faut qu'elle désigne quel type d'arme elles vont utiliser si elles en ont plusieurs. Toutes les figurines de l'unité utilisent la même arme. Seuls le premier et le second rang peuvent tirer. On rappelle que les personnages et les champions peuvent utiliser une arme différente de l'unité qui tire. Ensuite, il faut déterminer les lignes de vue avec les couverts. Si elles se trouvent sur quel côté cible. Et ensuite, on tire avec potentiellement tous les malus. Donc, il faut savoir aussi que quand on va tirer, il faudra aussi blesser l'adversaire et qu'il ait potentiellement une armure derrière pour se protéger avant de retirer les pertes. Donc, cette séquence de retirer les pertes se fera sur la force et la résistance de
de l'arme et vu qu'on tape dans le gras, l'endurance de la cible qui a potentiellement une armure. Donc je ferai une vidéo exprès puisque les jets pour blesser et les sauvegardes d'armure et potentiellement les sauvegardes de régénération et d'Aegide sont les mêmes pour les tirs et les corps à corps. Donc je vais faire une séquence spéciale là-dessus. Pour regrouper les deux, je ne vais pas m'amuser à faire les deux vidéos pour chaque phase étant donné que ce sont les mêmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!